Je me présente pour ceux qui me connaissent pas, qui m'ont pas eu dans les cours précédents. Donc, je m'appelle Christophe Crespel. Vous pouvez me joindre à cette adresse mail si vous avez des questions sur le cours ou n'importe quoi. Et donc, j'avais dit au premier, maintenant je me sens moins nouveau déjà, mais je suis nouveau à l'université. je viens d'arriver cette année en septembre, mais j'ai déjà l'impression que j'ai passé toute ma vie avec vous. Donc, c'est presque oublié ça. Donc le cours là qui va nous occuper, c'est un cours qui s'appelle Système complexe avancé. Et la première chose qu'on va faire, c'est de dire ce qu'est un système complexe. Ça paraît logique vu qu'on va en parler pendant 12 heures ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout évident de dire ce qu'est un système complexe. Donc déjà, définir ce qu'est ce cours n'est pas une chose si aisée que ça. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé le slide « Un problème de définition ». Donc j'ai recopié les définitions qui viennent de plusieurs endroits. Oh, c'est pas super lisible, si on arrive à lire quand même. Je vais le lire à voix haute. Donc un système complexe est un ensemble constitué. Donc ça c'est la définition de Wikipédia. On va en voir plusieurs. Un système complexe est un ensemble constitué d'un grand nombre d'entités. Donc, beaucoup d'éléments dans le système. En interaction. Alors, en interaction, ça, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce que ça veut dire en interaction ? Chaque entité communique avec l'autre, au moins avec une autre. C'est une idée. Donc, pour toi, interaction, ça voudrait dire communication. Ça peut. Dans plein de cas, c'est ça. Mais il peut y avoir d'autres styles d'interaction. D'accord ? Ça, on verra après, ça peut être des interactions chimiques, ça peut être... oui, tu avais une idée ? C'est la forme d'une connexion entre deux entités Alors, on va venir à ça. Déjà, il y a un truc qui aide à côté, c'est le dessin. Le dessin, on voit que ça a vraiment l'air d'être un réseau. Les entités, là, c'est les nœuds, et c'est connecté par des liens qu'on devine. Donc là, pour l'instant, il y a deux éléments. Il y a beaucoup d'entités dans un système complexe, et elles sont en interaction. On va essayer de préciser ça un peu après. Donc c'est un ensemble constitué de tout ça, dont l'intégration permet d'achever un but commun. Alors je ne suis pas sûr que tous les systèmes complexes aient un but, mais c'est un truc qu'on va retrouver dans des définitions après, c'est que tous ces nombreux éléments en interaction, ils font quelque chose ensemble. Okay ? Les systèmes complexes sont caractérisés, ils y viennent. Les systèmes complexes sont caractérisés par des propriétés émergentes qui n'existent qu'au niveau du système et ne peuvent pas être observées au niveau de ses constituants. Est-ce que ça, vous comprenez ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ? Je répète, les systèmes complexes sont caractérisés par des propriétés émergentes qui n'existent qu'au niveau du système et ne peuvent pas être observées au niveau de ses constituants. Ça veut dire que la somme de tous les éléments, ça crée des propriétés qui n'existent pas pour un élément seul. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous arrivez à le raccrocher à des trucs en pratique ? Oui, Je pourrais dire les propriétés macroscopiques par rapport... Exactement. C'est cette idée-là aussi. C'est-à-dire que quand on regarde le système dans sa globalité, donc au niveau macroscopique, c'est-à-dire on regarde tout ensemble, dans la grande échelle, on voit des choses apparaître qu'on ne peut pas deviner si on regarde élément par élément. Alors, est-ce que vous avez des exemples ? Le cerveau humain. De trucs comme ça. Le cerveau humain, par exemple. D'accord ? Ça, c'est un bon exemple. Parce que c'est quoi les éléments dans le cerveau humain qui sont en interaction les uns avec les autres ? C'est les neurones, d'accord ? Donc, si vous regardez un neurone, c'est un truc avec des connexions électriques avec d'autres neurones à côté. C'est un truc vraiment basique, un neurone. Quand vous regardez un neurone, vous ne pouvez pas deviner ce que ça peut faire un cerveau humain. D'accord ? Un cerveau humain, ça peut penser, ça peut apprendre le langage, ça peut raisonner, ça peut inventer des histoires. Enfin, ça fait des tas de choses vraiment beaucoup plus que ce qu'on pourrait deviner quand on regarde juste au niveau de ses constituants, où c'est un bête truc électrique qui a un état électrique et qui a des connexions électriques avec les trucs autour. D'accord ? Donc, c'est ça ce que ça veut dire émergent. Ça veut dire, en effet, c'est des propriétés. Le système, il a des propriétés qui sont insoupçonnables si on se limite à regarder ses constituants un par un.
Et donc ça viendrait, a priori, des deux choses qu'ils ont citées avant, qu'il y en ait beaucoup, et qui sont en interaction les uns avec les autres. Okay. Dans le cerveau humain, par exemple, c'est ça. Un autre exemple de truc comme ça, il y a un exemple qui est connu dans le milieu informatique, biologique, un peu croisement entre les deux, mais... est-ce que vous avez d'autres exemples de systèmes qui ont des propriétés émergentes qu'on ne peut pas deviner au niveau d'un constituant? Non, ça ressemble un peu à un cerveau, c'est un réseau de neurones, mais une intelligence artificielle. Ouais, un réseau de neurones, oui, c'est très proche en effet de ça. C'est un cerveau artificiel, on va dire. Ouais. Un peu plus pauvre quand même. Ça raconte moins d'histoire, un cerveau, un réseau de neurones. C'est vrai. Alors, des exemples un peu différents. Est-ce que vous avez des exemples dans la nature, je ne sais pas, de systèmes comme ça, oui, émergents, qui sont faits de plein d'entités, qui, quand on les met ensemble, font des trucs incroyables, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on pourrait soupçonner. Les fourmis. Par exemple, les fourmis. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les fourmis? En fait, c'est une intelligence collective. Donc, une fourmi, elle peut organiser plein de choses. Ils font des élevages, ils font des plantations, ils font... Ouais, donc en effet, la société des fourmis, c'est une structure très complexe où il y a toute une hiérarchie à l'intérieur, etc. Où il y a une organisation qui se crée qu'on ne peut pas trop deviner quand on voit une fourmi, quoi. Et il y a un exemple informatique de ça, des réseaux de fourmis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? C'est un petit peu à l'origine de ce genre de courant, oui. Les réseaux sociaux, les réseaux de connexion entre les personnes, je sais pas. Ouais, peut-être, on pourrait parler ça d'intelligence collective, un peu comme pour les fourmis, on dit le crowd intelligence, tout ça. On peut demander à un grand groupe, on arrive à avoir des réponses beaucoup mieux que si on est tout seul. Mais non, je pensais à un autre truc, encore un comportement émergent. Il y a un truc qui est connu pas avec les fourmis, avec les termites. C'est une simulation informatique où on a des termites et elles peuvent juste... Il y a des bouts de bois qui sont dispersés comme ça dans le plan. Et les termites, on code les termites comme des agents. C'est vraiment la vision système multi-agent, si vous connaissez. Et les termites, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent uniquement ramasser un morceau de bois quand elles en trouvent un, si elles veulent, avec une certaine probabilité. Et elles peuvent poser un morceau de bois quand elles ont un autre morceau de bois à côté. Donc elles ne peuvent pas le poser n'importe où. Elles peuvent le ramasser n'importe où, avec une certaine probabilité, elles décident de le ramasser ou pas. Et elles peuvent le poser uniquement s'il y a un autre à côté. Et pareil, avec une certaine probabilité, elles le font ou pas. Et en fait, il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que quand on fait tourner ces systèmes, c'est plus ou moins incroyable, mais quand on fait tourner ces systèmes, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous savez le résultat? Est-ce que vous savez ce que ça fait quand on fait ces termites avec les bouts de bois? Non? Oui. Je sais pas du tout, mais j'essaie de supposer. Ouais. On peut tous les ramener sur une zone. Exactement. Ça met tous les bouts de bois dans un gros paquet ensemble. D'accord? Ça peut paraître un peu étonnant parce que c'est pas. Ce qui est étonnant et ce qui est émergent là-dedans, c'est qu'on n'a pas codé les fourmis pour qu'elles mettent tous les bouts de bois ensemble. D'accord? Mais il y a un petit quelque chose quand même dans la règle d'évolution qu'elles ont qui le contient, c'est qu'elles peuvent poser le bout de bois que s'il y a un autre bout de bois à côté. Mais en fait, elles pourraient très bien faire plein de tas. D'accord? Et c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que elles font un seul tas, tous ensemble. D'accord? Donc ça, c'est le genre de comportement que les gens essaient d'expliquer de manière mathématique. On arrive à peu près à l'expliquer, mais ça va pas beaucoup plus loin que ce genre d'exemple, parce qu'on est capable de vraiment bien modéliser de manière mathématique. Ok, donc c'est ça. C'est ça qu'on appelle système complexe, pour Wikipédia en tout cas. Et il y a une deuxième phrase qui est: dans certains cas, un observateur ne peut pas prévoir les rétroactions ou les comportements ou évolutions des systèmes complexes par le calcul, ce qui amène à les étudier à l'aide de la théorie du chaos ou d'autres choses. Nous, on va faire autre chose. Mais il y a une difficulté du coup de prédiction et même d'explication de ces systèmes. Okay. Une autre définition que j'ai pris tous les premiers résultats que j'avais par Google. De nombreux systèmes, alors systèmes complexes, de nombreux systèmes sont constitués d'un grand nombre d'entités en interaction. Donc ça, c'est encore un truc qui revient. Beaucoup d'éléments en interaction entre eux.
On les qualifie de complexes lorsqu'un observateur ne peut prévoir le comportement ou l'évolution d'un tel système par un raccourci de calcul. Donc eux, ils ont un peu recopié la définition de Wikipédia. C'est un peu la même. Ainsi, une réaction chimique, comme la dissolution d'un grain de sucre dans du café, est simple car on connaît à l'avance le résultat. Quelques équations permettent de décrire exactement l'évolution sans avoir besoin d'attendre la fin de l'expérience pour savoir comment cela se passe. Au contraire, les cellules nerveuses de notre cerveau, donc ça c'est votre exemple, une colonie de fourmis, c'est la deuxième, ou les agents qui peuplent un marché économique sont autant de systèmes complexes. Alors en effet, le marché économique, vous savez que ça c'est un bon exemple, parce qu'en effet, il y a énormément d'entités qui sont en interaction entre elles. Alors c'est quoi les interactions dans le marché économique ? Voilà, par exemple, acheter et vendre ou des actions ou vraiment des biens. Et ça, tout le monde s'accorde pour dire que c'est à peu près imprévisible. Si c'était prévisible, d'ailleurs, on serait tous très riches ou très pauvres, sûrement. Je ne sais pas. Très riches pendant un certain laps de temps et puis finalement très pauvres. Ok, donc voilà d'autres exemples. Donc, et là, ils insistent encore sur le fait, la dernière phrase, un système est dit complexe si le résultat final n'est pas prédictible directement en connaissant les règles d'évolution de ces trucs. Alors, c'est quand même un peu flou parce que n'est pas prévisible directement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire directement. Par rapport au code. Mais oui, mais ça veut directement, c'est pas très mathématique comme définition, quoi, d'un système. C'est-à-dire directement, finalement, on comprend qu'on va finir par le prédire quand même. Donc finalement, c'est prédictible. Ou en tout cas, c'est prédictible une fois qu'on sait ce qu'il fait. D'abord, on regarde ce qu'il fait et ensuite, on explique pourquoi il fait ça. Okay. Donc, c'est un petit peu le point de vue qui est pris souvent. Bon, mais pour l'instant, ça reste flou. Donc, on va essayer de voir si le CNRS, qui est une institution sérieuse quand même, a une meilleure définition. On qualifie de complexe un système composé d'une multitude d'entités, dont les interactions locales, encore pareil, font émerger des propriétés globales difficilement prédictibles par la seule connaissance des propriétés de ces entités. Une nuée d'oiseaux. Alors oui, une nuée d'oiseaux, oui, pourquoi ? Parce que les nuées d'oiseaux, comme ça, là, comme les étourneaux et tout ça, par des règles très locales de « je suis celui qui est le plus proche de moi », ça fait émerger des comportements globaux. Ils restent en un seul morceau, il y a un chef qui guide tout le monde, et puis le chef change, etc. Ça fait des comportements globaux qui sont justement pas contenus de façon triviale dans les règles de base de ce que fait un oiseau. Ok, un réseau social, des écosystèmes, des individus, blablabla. L'interconnexion et l'interdépendance croissante des réseaux technologiques, économiques, sociaux, blablabla. Ben oui, il y a des données partout. Et du coup, ça fait des systèmes complexes. Bon, mais moi je trouve toujours que c'est un peu flou. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a l'air d'accord maintenant. Donc avant, c'était pas du tout le cas. Avant, les systèmes complexes, ça partait dans tous les sens. Chacun avait sa définition et c'était très dur d'avoir un truc unifié. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un peu de silence juste pour mener cette discussion ? Donc là, en tout cas, ça a l'air d'être unifié sur grand nombre d'entités, interaction entre elles, ça fait émerger des propriétés. Alors on va voir à l'école polytechnique, eux, ce qu'ils disent de ça. L'école polytechnique, vous allez voir, c'est beaucoup plus carré. C'est militaire. Un système se caractérise par un comportement, entrée-sortie, et un comportement interne. Cela revient donc à dire qu'un système peut être vu comme la donnée d'une fonction de transfert qui transforme à un instant donné un ensemble de variables externes, blablabla, d'une fonction de transition décrivant l'évolution des états internes du système au cours du temps. Et voilà, c'est tout. Donc pour eux, à l'école polytechnique, un système, c'est une boîte, des entrées, des sorties, des règles d'évolution, terminé. Ok ? Oui, en général. Bon, mais ça, c'est pas très complexe, ça, pour l'instant. Donc là, ils n'ont pas encore décrit ce que c'était la complexité pour eux. Un système s'obtient récursivement par intégration à partir d'autres systèmes. On parle de système complexe dès lors que les systèmes qui interviennent dans ce processus récursif d'intégration deviennent trop nombreux et ou trop hétérogènes. Je trouve ça génial comme phrase et je trouve ça génial comme aveu. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, quand on lit ça ? Donc, ils ont dit un système, ok, c'est une boîte noire, entrée-sortie. Donc, c'est vraiment la vision ingénierie, contrôle, théorie du contrôle, d'accord, automatique. Système, c'est on met des trucs en entrée, il sort des trucs en sortie, parce qu'à l'intérieur, il y a des composants qui ont des règles d'évolution, c'est déterministe et basta.
Et pourquoi ils parlent de système complexe? Ils disent on parle de système complexe dès lors que les systèmes qui interviennent, donc à la phrase d'avant c'est pour dire on peut composer les systèmes, on peut les assembler, les sorties de l'un je les mets dans les entrées de l'autre, je mets tout ça, ça fait une grosse boîte et puis je remets des entrées et ça me fait des sorties, etc. Et ils disent on parle de système complexe dès lors que les systèmes qui interviennent dans ce processus récursif d'intégration, c'est la composition des systèmes entre eux, deviennent trop nombreux et ou trop hétérogènes. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Moi, je trouve ça fabuleux. Parce que si je le paraphrase, pour moi, ça veut dire, bon, un système, ok, on sait ce que c'est. Un système complexe, on ne sait pas du tout. C'est quand ça devient tellement compliqué qu'on ne comprend plus. D'accord? Donc là, c'est en gros, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est trop hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des composants trop différents, etc. Et on comprend plus ce que c'est. Donc là, c'est une vision quand même très particulière de ce que c'est un système complexe, mais qui est une des visions importantes du domaine, qui est vraiment la vision système ingénieré, d'accord, qu'on a fait, qu'on a conçu nous-mêmes et qu'on a conçu de façon tellement complexe qu'au final, en fait, on les maîtrise plus très bien. Donc ça, c'est un des paradoxes, mais qui arrive souvent. Des systèmes faits par l'humain, ils peuvent devenir complexes dans le sens où on n'arrive pas à prédire ce qu'ils font, alors qu'au départ, c'est nous qui avons fait chacun des constituants. Donc ça montre d'une autre façon cette idée qu'il se passe plus que les constituants qu'on a fait, parce que même quand c'est nous qui avons fait les constituants, on n'arrive pas à comprendre. Donc bon, vu ces définitions très floues, je me suis dit je vais prendre la définition d'un dictionnaire. Là, peut-être ça va être plus carré. Et qu'est-ce qu'on dit à définition de système complexe dans le Robert? Consultez la définition de système, consultez la définition de complexe. Voilà. Merci, on est bien avancé. Okay, un système complexe, c'est un système qui est complexe. Voire système, voire complexe. Terminé. Bon, donc là, c'était vraiment la définition littéraire, pas trop mathématique. Et la dernière que j'ai trouvée, qui m'a intéressé, mais je ne sais plus pourquoi, c'est celle de Agoravox. Donc oui, alors là, c'est un peu pipeau au début. Enfin, c'est un peu, pas pipeau, mais c'est une idée rabattue qu'il ne faut pas confondre complexité et complication. Mais déjà, on a vu que ce n'était pas si clair que ça, parce que sur le truc d'avant, la complexité avait l'air de venir d'une certaine forme de complication, de quand on composait les systèmes ensemble tellement qu'on comprenait plus ce que ça faisait. Donc à la différence de la complication, la complexité est abordable. En effet, un système complexe fait intervenir à 5 principaux facteurs. Ah, ça y est. Alors là, on a trouvé quelqu'un qui sait ce que c'est, quoi. La définition, 5 facteurs pour dire qu'un système est complexe ou pas. Bien identifié. Premièrement, il est constitué d'éléments ou agents en interaction. Donc là, on est un peu sur la vision, en effet, multi-agents. Bon, ça, on l'avait déjà. Là, il n'a pas dit un grand nombre, mais il a dit des agents. Deuxièmement, un système complexe se caractérise par de très nombreuses relations qui s'établissent entre ces éléments ou ces agents. Donc là, il parle encore des interactions, mais c'est ça pour lui qui est très nombreux. Alors ça, gardez-le bien en tête parce qu'on va le discuter. Aujourd'hui, on va voir si dans les systèmes complexes qu'on trouve dans la réalité, les interactions, on doit plutôt dire qu'elles sont très nombreuses ou très peu nombreuses. Okay. Donc lui, il dit qu'elles sont très nombreuses. Bon, j'ai un peu vendu la mèche. En fait, non, elles ne sont pas très nombreuses. Si on prend d'un point de vue mathématique, bien sûr, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais d'un point de vue mathématique, si on doit dire par rapport au nombre d'éléments qu'il y a plutôt très peu d'interactions. Mais ça suffit à faire des comportements très compliqués. Troisièmement, un système complexe se compose de plusieurs niveaux hiérarchiques. Alors ça, j'étais à la fois content et pas content de voir ça. C'est une des tendances dans les systèmes complexes, c'est de dire qu'un truc très important, c'est alors comment on appelait ça? Ça avait un nom, ce truc-là. La dimension multi-échelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelles de lecture dans ces réseaux. Bon, au moins, on s'est heurté de suite à ça en disant qu'il y avait au moins une échelle macroscopique et une échelle microscopique, les éléments constituants et puis le système tout entier. Et là, il y a l'idée qu'il y a plein d'échelles à différents niveaux d'échelle dans ces trucs-là et c'est ça qui ferait qu'ils sont complexes. Ça fait un peu écho aussi à la composition des systèmes là, du point de vue automatique qu'on a vu. On met des systèmes dans des systèmes et en effet, il y a plusieurs niveaux d'échelle auxquels on peut lire les systèmes de tout en haut à tout en bas, un peu comme dans un ordinateur. L'ordinateur, quelque part, avec cette vision ingénierie, c'est un peu un système complexe. Mais nous, on va voir que ce n'est pas exactement ce genre de système complexe auquel on va s'intéresser. Quatrièmement, un système complexe adopte un comportement dynamique dans le temps.
Ok, très bien, on verra. Pour moi, ça, c'est pas tous les systèmes qui sont dynamiques dans le temps. Beaucoup de systèmes complexes, en effet, ils sont soumis au temps, ils sont changeants. Ils ne sont pas immuables pour toujours, mais il y en a qui sont immuables. Par exemple, on va voir les réseaux d'interaction de protéines. Les réseaux d'interaction de protéines, elles ne changent pas leur interaction chimique avec les autres protéines tous les 4 matins. La chimie, c'est ce que c'est, et c'est comme ça pour toujours. D'accord ? Donc il n'y a pas forcément cette dimension dynamique d'évolution dans le temps, mais en effet, dans beaucoup de systèmes, il y en a. Par exemple, les réseaux sociaux échangent de messages. Les messages, ils sont soumis au temps. On s'écrit à différentes fréquences, pas tous les jours, parfois, etc. Donc il y a vraiment un aspect dynamique là-dedans. Cinquièmement et dernièrement, super, on a fait le tour de la question, un système complexe possède une capacité d'évolution dans le temps. Alors là par contre, ça calme un peu le charme de cette définition, puisque c'est exactement pareil que le quatrième point. Enfin, moi, je n'arrive pas à faire la différence entre comportement dynamique dans le temps et puis capacité d'évolution dans le temps. Là, c'est un peu subtil. Dynamique, c'est peut-être pas exactement pareil que le temps, mais bon, quand même. Ok, et j'ai mis la 3e page, mais je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il y avait des exemples, voilà. Donc des exemples, c'est pareil. Donc exemple de la cellule vivante, qui est composée de très nombreux éléments, des molécules, des macromolécules, etc. Donc là, il y a encore l'idée qu'on peut lire un système à différentes échelles. D'accord ? Si vous prenez par exemple le corps humain, bon, ok, on peut dire le corps humain, il y a plusieurs éléments constituants. Très gros grain, il y a les membres, les organes peut-être, mais en fait on peut descendre. Il y a chaque muscle, déjà des muscles, il commence à y en avoir des centaines, il y a chaque os, on peut avoir une vision beaucoup plus... Et puis si on descend, en fait on arrive, ok, il y a des cellules, chaque cellule a une fonction différente, il y a la moelle pour faire l'hémoglobine, etc. Il y a plein de constituants, d'accord ? Et on peut descendre encore une cellule, en fait c'est encore un système complexe. À l'intérieur, il y a encore beaucoup de mécanismes qui se passent, des mécanismes chimiques, des mécanismes biologiques. Il y a l'ADN à l'intérieur qui est codé, qui fait que la cellule elle va faire ci, elle va faire ça, etc., qui s'active. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et ça, c'est une vision des systèmes complexes. Ok. Alors, du coup, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de définition d'un système complexe. D'accord ? À quoi on le voit ? C'est parce qu'il y a plusieurs définitions. Donc ça, c'est un truc que je vous donne. Quand un objet, on essaye de lui donner plusieurs définitions, ça revient exactement pareil que de dire qu'il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de bonne définition. S'il n'y a pas une seule définition, ça veut dire qu'il y en a plein, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc là, c'est ça. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver une définition formelle d'un système complexe. Là, on a vu qu'on est quand même loin d'être formel. C'est pas très mathématique, ce qu'on a vu ensemble. Par contre, il y a quand même une forme de convergence. Moi, j'ai retenu au moins 2 trucs, un grand nombre d'entités en interaction entre elles. Okay, c'était un petit peu présent dans toutes les définitions qu'on a vues. Donc ça, en fait, j'avoue que ça a été une surprise pour moi. Parce que je vous ai dit, il y a quelques années, quand j'ai commencé, moi, à travailler sur ces sujets-là, il n'y avait pas une convergence comme ça vers dire que, ok, un système complexe, ça se voyait parce que c'était beaucoup d'entités en interaction entre elles. Et ça tombait bien parce que moi, ce que je comptais étudier avec vous, c'était les systèmes faits d'un grand nombre d'entités en interaction entre elles. Donc, au moins, je n'ai pas à justifier. Donc, moi, j'appelle pas ça des systèmes complexes, j'appelle ça des réseaux complexes. Et ça, déjà, on peut le définir de manière un peu plus mathématique. Donc, réseau complexe, qu'est-ce que c'est ? Nous, on va parler de ça. On va parler de réseaux complexes. Et bien, vous allez voir, c'est exactement des entités en interaction entre elles. Donc les entités, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les nœuds. C'est ces trucs-là, dans le dessin. Et les interactions, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, dans beaucoup de cas, on ne veut pas trop savoir. En tout cas, nous, on va faire abstraction de ça et donner des méthodes pour étudier ces systèmes qui marchent, quel que soit ce qui est représenté par les interactions. Donc les interactions, nous, c'est ce qu'on appelle des liens. Et des liens, ça relie, c'est des liens binaires. Ça relie 2 nœuds. Ok ? Ce n'est pas des relations qui incluent des groupes de 4 à la fois. Okay ? C'est des relations point à point. Okay ? Un à un. Un nœud interagit avec un autre nœud. Et l'interaction, ben, ça peut être tout ce que vous avez dit. Ça peut être des communications, on a parlé d'interactions chimiques, ça peut être des liaisons dans des réseaux de transport, qu'il y a eu un vol d'une ville à une autre, ou alors qu'il y a une route d'un carrefour à un autre. Ça peut représenter
des choses aussi diverses que vous voulez. Ça peut être des posts. Alors, en termes de communication, on peut détailler aussi. Ça peut être des envois de SMS, si on s'intéresse à des réseaux de SMS. Ça peut être des appels téléphoniques. Ça peut être j'ai laissé un post sur votre mur Facebook. Ça peut être un milliard de trucs. D'accord ? Ok. Et ça, il se trouve que c'est la définition d'un graphe. Donc ça, c'est un objet qui est bien connu. Ça s'appelle soit un réseau, soit un graphe. D'accord ? Quand on parle d'un graphe, je vais donner le vocabulaire juste après, on change un tout petit peu le vocabulaire, mais c'est vraiment ce style d'objet mathématique qu'on va étudier, et nous, on va étudier ceux qui ont beaucoup de nœuds. D'accord ? Donc au final, pour moi, là je vous ai plutôt parlé de ce que c'est un graphe. Donc les réseaux complexes, c'est des graphes particuliers, mais c'est quel graphe particulier ? Okay. Donc ce qu'on va étudier, nous, c'est les réseaux complexes. Les réseaux complexes, pour moi, c'est ce que j'appelle complexe, c'est lorsque ça vient de données réelles. D'accord ? C'est des données réelles qui sont organisées sous forme de graphes. Okay. Donc le fait qu'elles soient réelles, pour moi, c'est ça qui va amener la complexité. On va voir pourquoi. Peut-être je vous donne d'abord un exemple de graphe qui n'est pas complexe. Okay. Par exemple, si je m'intéresse aux graphes qui sont des cycles, ça, c'est pas complexe. D'accord ? C'est un graphe, mais la structure, elle est très simple. Donc si je veux comprendre comment fonctionne ce système organisé en cycle, bien sûr que ça ne va pas être très difficile. Un autre graphe qui n'est pas complexe, qui n'est peut-être pas facile à comprendre, mais c'est par exemple une grille. Si je prends un graphe qui est organisé comme une grille, d'accord ? Donc les nœuds, c'est les points de croisement sur la grille, et les liens, c'est les lignes et les colonnes de la grille qui relient deux à deux, d'accord ? Donc là, c'est un lien, ça c'est un lien, ça c'est un lien, etc. Okay ? Donc une grille, par exemple, pour moi non plus, c'est pas complexe. Pourquoi c'est pas complexe ? Parce qu'en fait, je peux alors une grille, ça peut être très grand. Il peut y avoir énormément d'éléments dans une grille. Ok ? C'est que là, je suis en train un petit peu de contredire, d'affiner la définition qu'on a vue avant. Il ne suffit pas qu'il y ait un grand nombre d'éléments. Parce que s'il y a un grand nombre d'éléments, mais que les relations entre eux, elles sont définies très simplement, pour moi, ça, c'est pas complexe. D'accord ? Ce qui va faire que c'est complexe, c'est quand les relations, elles sont compliquées, et en fait, compliquées, c'est ça que je voudrais changer. C'est quoi qui est compliqué dans la vie ? Il y a plein de choses compliquées dans la vie. C'est le fait que ce soit imprévisible. Imprévisible, ouais, et ça, pour moi, c'est relié au fait que ce soit, j'ai employé un gros mot pour vous marquer un peu, bordélique. Ce qui est complexe, c'est ce qui est bordélique. D'accord ? Ça, c'est ordonné. Ordonné, d'accord ? C'est très différent de bordélique ou désordonné, si on parle comme il faut. Okay ? Donc quelque chose qui est désordonné, on va avoir des connexions un petit peu anarchiques de façon qu'on ne maîtrise pas. Et s'il y en a un grand nombre d'éléments et qui ne sont pas ordonnés, c'est ça qui fait que c'est difficile à comprendre. D'accord ? Si par exemple je vous dessine un réseau de 1000 nœuds, ok ? Non, 1000 ça ne m'arrange pas. 1 million de nœuds. Là ça m'arrange mieux. Pourquoi ? Parce qu'un million, c'est un carré. C'est 1000 fois 1000. Donc ça fait, soit je vous le dessine comme une grille de 1000 par 1000, soit je vous dessine vraiment 1 million de nœuds avec des connexions un peu au hasard, anarchiques. Bon, celui de 1 million avec des connexions au hasard, vous pouvez difficilement prétendre le connaître. Je ne dis même pas le comprendre, je dis le connaître. D'accord ? C'est difficile à connaître et donc à comprendre comment il est organisé ce réseau. Alors que la grille, même si elle fait 1000 par 1000, une fois que vous avez vu que c'est une grille, c'est fini. Dans votre tête, vous la comprenez parfaitement. Vous savez comment vous déplacer dedans, comment faire ce que vous voulez. D'accord ? Donc, pour moi, c'est ça qu'on va étudier ensemble. C'est la complexité
Donc pour moi, il y a deux aspects dans la complexité. La complexité, pour moi, pour un graphe, c'est quand il est grand et désordonné. D'accord. Donc désordonné, je le définis par négation de quelque chose qui n'est pas complexe et quelque chose qui est ordonné. Où il y a une règle, alors on peut le voir de façon mathématique, il y a une règle mathématique simple pour décrire la topologie, ou alors on peut le voir de façon purement informatique. Si je veux le coder, une grille, je n'ai pas besoin de coder toute la grille. D'accord ? Par exemple, si je veux coder une grille de taille 1000, je vous dis que c'est une grille de taille 1000 par 1000. Voilà, c'est tout. Là, on est tous d'accord sur ce que c'est. Pas la peine que en termes de codage, de taille de codage, je peux en parler très simplement de ce genre d'objet. Alors que l'autre, 1 million de connexions anarchiques, non, il faut que je vous donne la liste de toutes les connexions. Ça, c'est très gros. D'accord ? Il ne suffit pas que je vous dise, ah ben c'est une grille. Ça ne marche pas. Ok, donc c'est ça qu'on va regarder. Donc, au final, pour moi, les réseaux complexes, donc, comme j'ai dit, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est qu'ils viennent de données réelles. Ça veut dire, c'est des objets qui ont été mesurés dans un certain contexte. C'est les connexions, les vraies connexions qui se passent entre des vrais constituants, soit dans un contexte à l'intérieur de la cellule, soit dans un contexte sur un réseau de communication, soit un réseau de transport, ce que vous voulez, mais c'est un truc qui vient du monde réel. Et où les connexions, elles sont mesurées. Et ça, en fait, ça va faire que c'est ça qui va amener le côté un peu bordélique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles mathématiques strictes comme dans une grille dans la vraie vie. Donc à partir du moment où il vient de la vraie vie, le réseau, il va avoir au moins une partie qui est anarchique. D'accord ? Et c'est ça qui va amener la complexité. Donc pour moi, les réseaux complexes, c'est une espèce de classe de graphes. Quand on fait la théorie des graphes, on définit des classes de graphes. C'est quoi ? C'est l'ensemble des graphes qui vérifient telle propriété. Par exemple, il n'y a pas de cycle induit de longueur supérieure ou égale à 4. Donc moi, les réseaux complexes, pour moi, c'est un peu une classe de graphes, sauf que justement, ce qui manque, c'est qu'elle n'est pas définie de manière mathématique. C'est l'ensemble des graphes qu'on peut rencontrer dans la vraie vie. Donc ça, c'est pas bien cerné et tout ça. Et nous, on va faire on va faire des méthodes pour étudier ce genre de graphes. Donc on le voit un peu comme une classe de graphes, mais qui n'est pas définie formellement. Et puis dans pas longtemps, on va voir que ce n'est pas tout à fait une classe de graphes, parce que justement, il peut y avoir des comportements très divers, quand même, dans ces réseaux. Donc le genre de contexte dans lequel on trouve ces réseaux à l'heure actuelle, en informatique, bien sûr, il y en a beaucoup. En informatique, il y a le réseau du web, les liens hypertextes entre les pages web, il y a le réseau Internet, les connexions entre les routeurs, il y a les échanges de messages dans les programmes faits en langage à objet, d'accord, l'échange de messages entre classes, etc. Il y a plein de réseaux qu'on peut définir comme ça et qui sont étudiés en informatique. Mais il n'y en a pas qu'en informatique, il y en a en sciences sociales. Donc ça, c'est tous les réseaux sociaux, pas forcément dématérialisés. Par exemple, le réseau de l'organisation sociale d'une entreprise ou d'une société autre, etc. Et puis il y a tous les réseaux maintenant sociaux en ligne, en effet, où on peut... il y a encore plus d'utilisateurs et du coup on peut étudier des connexions sociales à plus grande échelle, mais aussi d'une autre nature. Il y a la biologie, donc on a déjà donné des exemples. La cellule, ça en est un. Il y a des interactions de protéines dans des cellules. Il y a des interactions entre gènes qui s'activent, qui ne s'activent pas, etc. Il y en a dans l'industrie, il y en a en médecine, en linguistique. Les gens étudient beaucoup de réseaux de mots. Dans les transports, il y a le transport aérien, il y a tout. Il y a les transports routiers, il y a tout le type de transport que vous pouvez imaginer. Il y a les réseaux de communication. On a déjà cité plein. Il y a les réseaux économiques. Et puis il y en a d'autres. En fait, un peu dans tous les contextes qui fournissent des données aujourd'hui, ces données, en fait, elles sont très souvent organisées sous la forme d'un réseau. D'accord. En tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre maintenant pour comprendre mieux plein de choses dans ces domaines. Soit pour comprendre mieux la vie, soit pour comprendre mieux la société. Okay. Ou pour comprendre comment sont formées les langues, etc. Donc là, je vous ai mis 3 exemples pour être un peu plus précis sur qu'est-ce qu'on voudrait comprendre en étudiant ces grands réseaux. Donc là, ça c'est ce que je vous disais, là le réseau, les nœuds, donc il est représenté en tout petit. Les nœuds, c'est des routeurs sur Internet.
Et les liens entre eux, c'est quand il y a un câble qui relie un routeur à l'autre. Okay. Voilà, ça, c'est un bout du réseau Internet. Donc, pourquoi les gens étudient ça? Ben, c'est parce qu'ils veulent comprendre comment acheminer efficacement, par exemple, de l'information sur Internet, quel est le temps qu'il faut attendre quand je fais une requête sur un serveur à distance pour avoir la réponse, ce genre de choses, etc. Est-ce que ça peut être congestionné, tout ça? Voilà le genre de problématiques qui se posent. Je vous parlais du réseau d'interaction entre protéines dans la cellule. Donc là, les nœuds, c'est des protéines. Alors, c'est des trucs chimiques, des composants chimiques. Et les liens entre eux, c'est est-ce qu'ils interagissent chimiquement? Si je les mets ensemble, est-ce qu'ils peuvent faire une réaction chimique? Okay. Donc c'est ça le truc. Et les gens étudient ce genre de réseau pour voir quelles sont les interactions entre les protéines et arriver à comprendre comment ces interactions elles induisent le fonctionnement d'une cellule vivante dans laquelle elles se produisent. Okay. Donc là, la question qu'on cherche à résoudre, c'est comment ça fonctionne une cellule vivante, et on se retrouve à étudier un réseau comme ça. C'est vraiment au cœur de la question. Pareil, en linguistique, il y a des réseaux de mots qui sont étudiés. Alors là, il y en a différentes sortes. Il y a des réseaux de synonymie ou de sens proche des mots, d'antonymie. Il y a des réseaux de co-occurrence de mots dans les phrases, etc. Et les gens s'intéressent à ça. Des fois, on les mesure vraiment, on écoute ce que disent les gens et on fait, par exemple, le réseau de co-occurrence de quels mots ils disent dans quelle phrase. Et avec ça, on essaye de comprendre comment évolue un langage ou comment est structuré un langage, la différence qu'il y a entre la structure de tel langage, de telle famille de langues et de telle autre famille de langues. Est-ce que ça peut se voir structurellement sur les réseaux de mots et qu'est-ce que ça peut induire après chez les gens? Donc toutes ces questions, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est des questions qui dépassent la question de la topologie du réseau. D'accord? Mais dans toutes ces questions, la topologie du réseau, c'est un élément. Et c'est un élément important pour arriver à répondre à ces questions qui dépassent ce cadre-là. Ok. Donc d'autres exemples de réseaux réels, je vous en ai mis plein d'autres, même si on les a dit à l'oral, peut-être de les voir, ça va être plus clair. Donc ça, c'est le réseau des connexions aériennes, par exemple, au niveau mondial. Vous avez une ligne courbe entre deux aéroports s'ils sont reliés par un vol. Voilà, vous voyez comment ça se dessine. Vous avez des réseaux, donc comme je disais, des réseaux routiers. Alors là, dans les réseaux routiers, ce qu'on a, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on met des sommets pour chaque carrefour. Et les carrefours sont reliés entre eux s'il y a une route entre deux. Voilà, d'accord. Vous avez des réseaux, on s'intéresse aussi au réseau des espèces de prédation, des espèces de qui mange qui. Là, les flèches, c'est lui, il mange ça, lui, il mange ça, et lui, il peut manger ça. Et on peut étudier comme ça les écosystèmes et la chaîne alimentaire en étudiant ce genre de réseau. Ça va, vous voyez, ça va d'organismes très basiques comme le plancton et tout, qui sont mangés par des baleines avec à la fin, tout en haut, des animaux très gros. Et puis si on fait tout, à la fin, il y a l'homme. Que nous, on mange de tout. On mange des ailerons de requin, par exemple. Et ça, c'est pas bien. Mais c'est bon. Ça, c'est un réseau économique. Là, vous avez des entreprises et vous avez les liens de commerce, comme tu disais tout à l'heure, ils se vendent des choses, ils s'échangent des services, etc. Ils font des transactions entre eux. Donc les gens, bien sûr, sont très friands d'étudier ça pour arriver à comprendre la structure de l'économie et surtout comment elle est en train d'évoluer. Parce que si vous arrivez à prédire comment l'économie évolue, vous pouvez en retirer un gros bénéfice personnel en investissant dans les bons endroits ou en développant une activité là où c'est le plus porteur. Et puis il y a le réseau, il y a le cerveau humain. Alors là, le cerveau humain, on n'en est pas à mesurer quand même des choses au niveau des neurones, mais ce qu'on mesure, c'est avec des électrodes, on peut mesurer l'activation électrique de certaines régions du cerveau. Et les liens, en général, c'est des liens déduits. On met des liens quand elles ont une corrélation elles s'activent ou pas en même temps. D'accord ? Donc on prend des données temporelles où on a observé sur un certain laps de temps les interactions, les niveaux électriques de chaque zone du cerveau et on en déduit un réseau de liens entre elles si elles ont des façons d'évoluer qui sont proches. Ok, donc voilà des exemples de réseaux complexes auxquels on va s'intéresser. Donc les grandes problématiques du domaine des réseaux complexes, il y en a 3. Et je vais vous en présenter 4. Il y en a une qui fait moins l'unanimité, mais qu'on va un peu aborder aussi.
Les 3 grandes problématiques plus importantes, c'est numéro 1, c'est la mesure. Pourquoi la mesure? Parce que je vous ai dit, ces objets auxquels on va s'intéresser, ils prennent place dans un contexte réel. Ils viennent de quelque part, d'un contexte concret. Donc si vous voulez les connaître, il faut déjà les mesurer. Savoir ce que sont les entités et savoir ce que sont les interactions binaires entre ces entités. Okay? Donc quelle est la problématique scientifique là-dedans? C'est que les mesurer, c'est pas juste un truc... c'est pas juste prendre une règle et un compas et mesurer un truc. Il y a un aspect comme ça, mais justement, la technique, les outils que vous utilisez pour mesurer, ils vont vous donner une certaine vision de l'objet que vous mesurez qui n'est pas forcément fidèle. Okay? Donc, la question qui se pose, c'est d'arriver à mesurer ces objets le plus fidèlement possible. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être pas très fidèle? Je pense que vous avez des exemples peut-être que vous avez en tête. Comment est-ce que peut-être pas forcément sur les réseaux, mais sur des choses proches de réseaux, qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas être tout à fait fidèle? Donc, c'est ce que j'appelle les biais. Qu'est-ce qui fait que dans un procédé de mesure, je peux avoir des biais? Ça, bien sûr que c'est beaucoup plus général que les réseaux. Okay? C'est pas que pour la mesure des réseaux qu'il y a des biais dans les outils de mesure. Il y en a dans tous les outils de mesure, qu'ils soient physiques, qu'ils soient sociologiques ou n'importe quoi. Est-ce que vous avez des exemples où la question du biais, elle est bien connue, et d'ailleurs elle est gérée d'une certaine façon? On peut se demander si elle est bien gérée ou pas. Quand on mesure, par exemple, c'est les outils pour mesurer. Il y a un truc dont on nous parle tout le temps, dans les médias et tout ça, c'est des résultats de mesure. Alors peut-être que vous n'avez pas en tête que c'est une mesure, mais c'est des résultats de mesure, et tout le monde se pose la question de savoir si les mesures ont été bien faites ou pas. Les sondages. Oui, les sondages. D'accord? Donc les sondages, c'est une mesure de l'opinion d'un groupe social. Par exemple, l'opinion des Français à la veille d'une élection. Donc tout le monde vous présente les sondages, les Français ils pensent qu'ils vont voter pour ça, etc. Et on se pose la question, est-ce que c'est bien fait ou pas? Donc c'est ce genre de questions qu'on se pose quand on mesure des objets réels. Là, pour les sondages, c'est bien clair ce que c'est. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font? Les instituts de sondage, ils interrogent des gens. Mais ils interrogent, alors on va de suite voir le truc. On va arriver à voir les 2 types de pieds rien que sur ce truc-là. Ils interrogent des gens, déjà, il y a la question de comment ils ont choisi les gens. Ok? Donc, qu'est-ce qui serait pour vous une bonne façon de choisir les gens pour avoir une vision Tirer un numéro aléatoirement dans l'annuaire. On pourrait faire comme ça. On pourrait penser que ce qui est le choix qui biaise pas la vision qu'on a, c'est de faire le truc aléatoirement. Le problème avec prendre des gens dans la rue, c'est qu'on prend des gens qui, dans la journée, sont pas au travail. Donc ça élimine énormément de... Exactement. Et le problème avec prendre des gens qui sont dans l'annuaire, c'est que les gens qui ne sont pas dans l'annuaire, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et puis, il y a les gens qui sont dans l'annuaire, il y a ceux qui répondent au téléphone et il y a ceux qui ne répondent pas. Et puis, parmi ceux qui répondent, il y a ceux qui répondent au sondage et ceux qui n'aiment pas répondre au sondage. Et ça, ils n'ont peut-être pas les mêmes intentions de vote. Donc au final, c'est très compliqué de faire un échantillon aléatoire, représentatif. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils font, les instituts de sondage. Donc on se fait bien de se poser la question, est-ce que c'est bien fait ou pas? Parce qu'en réalité, ils font l'inverse. Ils ont un pool de gens dont ils connaissent plein de caractéristiques et ils essayent de faire des échantillons qui représentent les caractéristiques comme ils pensent que c'est le mieux pour que l'opinion qui en sorte soit le plus proche de, à la fin, le vote qu'on va faire. Bon. En fait, on ne sait pas si ça marche, parce que de toute façon, ils font ça 15 jours avant l'élection, et puis 15 jours plus tard, une personne, elle peut déjà avoir changé d'avis. Donc c'est vraiment un problème compliqué. Mais donc la question, c'est ça. Donc là, quand on parle de... il y a la question de l'échantillon qu'on choisit pour mesurer. Caché derrière, en fait, il y a l'idée que le problème, c'est que on ne peut pas avoir l'opinion de tout le monde. Donc en fait, un des biais les plus importants, c'est que quand on fait une opération de mesure pour connaître un réseau, bien souvent, en réalité, on ne peut pas prétendre mesurer le réseau dans son intégralité. D'accord ? On est obligé, pour savoir à quoi il ressemble, de mesurer une partie du réseau. Et donc se pose la question de la partie que j'ai choisie, est-ce qu'elle est vraiment représentative du réseau dans son intégralité ou pas? Et ça, c'est vraiment une question épineuse. C'est le genre de question qu'on se pose quand on fait de la métrologie,
quand on fait de la mesure de réseau. Et puis, un autre biais auquel vous aurez pu penser, c'est que dans le sondage. Ouais, alors peut-être on quitte le domaine intention de vote, parce que c'est peut-être ça se voit peut-être moins, puis ça va être un peu sensible. On va pas se disputer au premier cours, ce serait dommage. Mais si on vous fait des sondages d'opinion, moi je vais vous en faire un pour ceux qui ont suivi le cours d'avant. Où est-ce qu'il y a des biais? On peut mentir. Alors, quand les gens y répondent, oui, ils peuvent mentir. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est plus sur la question de l'échantillon. Et je vais venir sur un autre truc. Au niveau de celui qui interroge, il y a un problème aussi. C'est-à-dire que les questions, elles peuvent être tournées d'une manière qu'elles induisent certaines réponses possibles. D'accord? Donc, je ne sais pas, moi, si je vous fais des sondages d'opinion sur des trucs politiques, je vous demande qu'est-ce que vous pensez de l'Europe, est-ce que vous pensez petit A que c'est très mauvais, petit B que c'est assez mauvais mais quand même ça va, petit C, ouais c'est mauvais mais bon, pas trop. Bon ben voilà, la plupart, si vous répondez au sondage, tous les gens qui ont répondu, en moyenne ils pensent que c'est mauvais quoi. Si on ne laisse pas les options de penser que c'est bon, mais ils pensent que c'est mauvais. Donc il y a vraiment la question de l'outil de mesure lui-même qui peut avoir un biais, c'est ce que j'ai appelé les penchants de l'outil de mesure. Donc il y a le fait que l'outil, il est peut-être un peu dirigé, il n'est pas parfait, et en plus il y a les questions, les autres limites, c'est les questions de limite de taille. On ne peut pas mesurer tout le réseau, et du coup se pose la question de l'échantillon. Faire un échantillon représentatif, c'est vraiment un vrai problème en soi, etc. Donc il y a plein de questions qui se posent dans ces trucs-là. Donc ces objets, on les étudie, on étudie le résultat de mesure. Donc déjà, il faut être conscient que quand vous étudiez de tels objets, vous savez pas si vous ne mettez pas le nez dans le truc de mesure, vous ne savez pas exactement si les propriétés que vous voyez de cet objet, c'est des propriétés de l'objet ou c'est des propriétés de l'outil de mesure. Okay. Donc si moi, par exemple, je suis un martien, j'essaye de savoir, de comprendre les humains, de comprendre la vision qu'ils ont du monde, je pense qu'ils ont tous une vision rectangulaire. Parce que je vois que toutes les photos, c'est des trucs rectangulaires. Donc ok, j'ai le premier truc, je note que les humains voient des rectangles. Voilà, ils voient le monde comme un rectangle. C'est pas exactement ça qu'on a dans notre champ de vision, d'accord? Donc il y a toujours la question de ce que j'observe, est-ce que c'est vraiment un truc de l'objet ou est-ce que c'est un truc de l'outil? Donc ça c'est la première grande problématique, c'est arriver à faire des mesures pour avoir une connaissance pas trop biaisée ou le moins biaisée possible de ces objets. La deuxième grosse problématique, qui est celle qu'on va le plus faire, nous on ne va pas parler de mesure, hein. En tout cas je n'ai pas prévu. Moi j'ai travaillé un certain temps sur la mesure d'Internet. En effet ça pose milliards de questions, c'est passionnant d'arriver à justement à essayer d'avoir une information fidèle, mais c'est quelque chose de très difficile. Et qu'on poursuit mais qu'on ne peut pas complètement atteindre parce que justement on est limité déjà par les outils qui sont à disposition. La question de l'analyse, elle est différente. C'est, bon, étant donné un objet qu'on me donne, qui est mesuré, je ne veux pas savoir comment je fais pour extraire de l'information de cette masse de données organisée en réseau et pour comprendre son organisation générale, le rôle que jouent, les rôles particuliers que jouent certains éléments dedans, certains nœuds du réseau, etc. Ça, c'est l'analyse et nous, on va surtout faire des méthodes pour ça. Des méthodes pour essayer de comprendre comment sont faits ces jeux de données. Donc ça, c'est le but essentiel du cours, c'est que vous ne soyez pas démunis lorsque un jour, vous allez vous retrouver dans une boîte et vous serez data analyst et on vous demandera d'analyser ce jeu de données qui a une importance stratégique majeure pour la boîte. C'est grâce à ça qu'ils vont faire de l'argent ou en perdre. Et il faut comprendre ce réseau. Bon, ben on va avoir des outils que vous pouvez mettre en œuvre pour arriver à comprendre comment il est organisé, en gros, ce réseau. Donc ça, c'est la partie analyse. La partie modélisation, qu'on va aussi beaucoup discuter ensemble, parce qu'en fait, elle va un peu la main dans la main avec la partie analyse. La modélisation, c'est qu'une fois qu'on a compris comment le réseau est organisé, faire un modèle, c'est arriver à générer des réseaux synthétiques qui ont les mêmes propriétés que celles qu'on a observées en pratique sur les réseaux qui viennent de données réelles. D'accord ? Donc, il y a plusieurs sens à modélisation, j'y reviendrai quand on en parlera, mais nous, c'est ça le sens qu'on va donner, c'est arriver à générer des réseaux synthétiques qui ressemblent aux données réelles, et puis on peut chercher à modéliser d'autres choses.
Ça, c'est modéliser la topologie. Nous, on va beaucoup parler de la topologie, mais on peut vouloir modéliser d'autres choses. Modéliser les phénomènes qui se passent sur ces réseaux, comme par exemple les phénomènes de diffusion, de maladies, d'opinions, de ce que vous voulez. Et là, il y a la question de faire des modèles pour modéliser des comportements encore autres que ceux de la topologie. Et la dernière partie que j'ai gardée là-dedans, c'est qu'il y a tout un ensemble de questions algorithmiques qui se posent et qui sont propres à ces objets. Le but, c'est d'arriver à manipuler efficacement ces énormes jeux de données et puis en extraire de l'information pertinente et efficacement. Donc ça fait écho à la partie analyse. La partie analyse, il y a vraiment une question d'efficacité. C'est ça que je veux dire par algorithmique. Il y a vraiment une question d'efficacité de comment vous y prenez pour extraire cette information. Pourquoi ? Parce que ces trucs-là, ils sont énormes et que selon comment vous y prenez, vous pouvez avoir une réponse dans un temps raisonnable ou vous pouvez avoir pas du tout de réponse. Et quand on étudie des données réelles, la problématique, justement, elle n'est pas exactement la même qu'en algorithmique classique. On ne se bat pas juste sur la complexité asymptotique des choses. C'est-à-dire qu'en général, en algorithmique, on nous donne un problème, on veut le résoudre de façon exacte, et on cherche à le faire dans la meilleure complexité possible. Quand on étudie des données réelles, ce qu'on veut, c'est avoir une information, plus ou moins exacte, mais on veut l'avoir en un temps raisonnable. Donc l'exigence, elle est transférée. C'est plus sur « je veux la réponse exacte au problème », c'est « je veux une réponse bonne », mais je la veux dans un temps raisonnable pour que je puisse l'exploiter. D'accord ? Peut-être des heures ou des jours, selon les systèmes où c'est. Si c'est en temps réel, peut-être c'est à l'échelle de la seconde qu'il faut la réponse. D'accord ? S'il y a un utilisateur de l'autre côté qui l'attend, par exemple. Ok, donc nous, on va surtout parler d'analyse et de modélisation. Et les premiers cours, ça sera une vision croisée entre ces deux trucs-là, entre les échanges de ce qu'on voit dans les données et de ce qu'on arrive à reproduire de façon synthétique ou pas. Et comme ça, on va arriver à mieux comprendre comment sont faites ces données. Et ensuite, on parlera de problématiques générales autres sur ces données. Donc nous, j'ai été un peu clair là-dessus. On va se concentrer sur les aspects structurels des données. Il y a deux aspects structurels. La dimension topologique. Donc quand je parle de topologie, je parle de la structure mathématique des liens entre les deux. Donc de la structure de graphe de ces objets. Okay ? Structure des liens entre les nœuds du réseau. Et il y a une deuxième dimension dans ces réseaux qu'on a vu pointer dans les définitions. C'est quoi ? Il y a une dimension topologique et puis il y a une dimension si je les vois d'un point de vue physique. Donc, la dimension topologique, c'est l'espace. Et puis il y a aussi le temps. D'accord ? Ils ont aussi une dimension temporelle. Alors j'ai mis un peu parce que nous, on en parlera un peu, mais pas beaucoup. Il y a la question de la structure des liens dans le temps. Comment les liens apparaissent. Et ça, c'est pas une petite question. D'accord ? Les patterns dans le temps des interactions entre les constituants du système, ça a une grosse influence sur plein de propriétés. Par exemple, sur les propriétés de diffusion. Okay. Le fait que les gens dorment la nuit et travaillent à 8 heures, ça a une influence énorme sur les embouteillages, par exemple, dans les réseaux routiers. Les aspects temporels, ce n'est pas du tout des trucs anodins. Le fait que les gens mangent tous ensemble à la même heure à la cantine, ça a une influence énorme sur les propriétés de diffusion des maladies aussi. Voilà. Donc, ça, je pense qu'on l'a compris maintenant. Et, donc voilà, donc il y a ces questions aussi, en plus de la dimension topologique de qui est lié à qui, il y a la question de quand est-ce que ces interactions ont lieu, qui a une forte influence sur le comportement du système. Donc nous, je vous dis, on va se restreindre un peu à étudier la structure. Alors qu'au départ, je suis parti en vous disant que le but d'étudier ces données, c'est répondre à des questions qui, quand même, dépassent très largement la structure. Quand je veux comprendre... je ne sais pas moi, comment fonctionne une cellule vivante, c'est pas juste comprendre la structure du réseau, il y a quand même plus de choses que ça à comprendre. Alors pourquoi se limiter et se contenter d'étudier la structure ? Le premier élément de réponse, c'est qu'il ne faut pas
si on veut vraiment étudier ces données, bien sûr que vous, quand vous aurez à étudier ces données, vous ne devrez pas uniquement vous contenter de parler de la structure, d'accord ? On vous posera des questions qui sont liées au contexte dans lequel ont été extraites ces données. Il y a des choses à intégrer là-dessus, d'accord ? Donc il ne faut pas se contenter uniquement d'étudier la structure, mais c'est ce qu'on va faire pour une raison, c'est que la structure de ces réseaux, bon, déjà, étudier la structure, c'est une approche générique que vous pouvez mettre en œuvre sur n'importe quel réseau. Donc ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez au moins faire ça. Et puis, il se trouve que la structure, elle n'est pas du tout sans rapport avec les autres questions que vous posez sur ces réseaux. Entre les phénomènes qui se passent sur ces réseaux et la structure topologique du réseau, il y a une interaction qui est très forte. Et elle est un peu dans les deux sens. C'est ce que j'ai essayé de mettre par ces deux points. C'est que d'une part, le contexte d'où provient le réseau va induire une certaine structure sur le réseau. On comprend bien qu'un réseau social sur Facebook, ça n'a pas la même structure qu'un réseau routier. Ça n'a pas la même structure d'ailleurs même qu'un réseau social dans la vraie vie. Les gens n'ont pas le même nombre de connexions, ils ne parlent pas à la même fréquence, etc. Donc il y a le contexte d'où proviennent les objets a une influence forte sur la structure. Et à l'inverse, la structure du réseau, elle contraint énormément ce qui peut se passer sur le réseau. Par exemple, vous pouvez, si vous cherchez quelque chose, vous pouvez interagir avec les gens que vous connaissez. D'accord ? Vous pouvez interagir avec les connexions qui sont disponibles pour vous. Donc, ce qui va se passer sur le réseau, par exemple en termes de diffusion, etc., c'est très limité par quelle est la structure topologique du réseau. Okay ? Donc, il y a un double va-et-vient. Il y a là d'où vient le réseau induit une structure, et la structure, elle contraint le comportement possible des phénomènes sur le réseau. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à la structure topologique. C'est parce qu'on peut y lire plein de choses dessus, et des choses qui dépassent largement cette structure-là. Alors je ne sais pas, par exemple... un exemple qui est beaucoup en vogue en ce moment, une grosse question que les gens cherchent à savoir, c'est sur la polarisation du débat public. Sur le fait que, alors les sociologues disent que il y a une polarisation dans le sens où il y a un affrontement entre des camps bien divisés et chacun est dans son camp et il n'y a pas d'opinion à cheval entre les camps ou contrastées, où il n'y a pas beaucoup de sortes d'opinions différentes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut étudier par des questions structurelles. D'accord ? Ça, c'est différent, c'est difficile de défendre ce genre de trucs-là de manière générale. On peut toujours dire après ça relève plus de l'opinion, des études sociologiques sur des échantillons de personnes, etc. Et après toujours pareil, il se pose la question est-ce que c'est valable et tout ça. Et on peut le faire à grande échelle grâce à des trucs structurels. Donc par exemple, c'est ce qu'ils font les gens sur les réseaux sociaux comme Twitter, où ils regardent quels sont les échanges d'idées, est-ce que c'est des échanges positifs ou est-ce que c'est des échanges négatifs. Ils regardent, ils font le réseau de les échanges positifs, les échanges négatifs, et ils regardent quelle est la structure de ces trucs-là, etc. Donc un truc classique, c'est sur les républicains et les démocrates aux États-Unis. En fait, si vous prenez un blog, donc il y a des trucs qui ont été faits sur les blogs politiques. Si vous prenez un blog, donc ça c'est des milliers de blogs. Si vous prenez un blog, vous regardez qu'est-ce qu'il cite comme blog, et immédiatement vous savez à quel camp il appartient. Par exemple. Donc ça c'est une chose qui montre un peu la polarisation, le fait que on référence beaucoup plus des blogs de son propre bord. Et puis il y a des choses plus fines qui sont faites pour montrer qu'il y a un des deux camps qui a plus tendance à parler des blogs de l'autre. D'ailleurs, je crois que c'est les républicains qui ont plus tendance à parler des blogs démocrates que les démocrates à parler des blogs républicains, etc. Bon, bref. Donc voilà, il y a des questions vraiment très générales, qui sont vraiment des questions liées au contexte particulier dans lequel on s'intéresse à ces réseaux, qui en fait se traduisent de façon très forte sur la structure, et pour lesquels étudier la structure, ça donne vraiment des éléments de réponse intéressants et importants pour les questions initiales qu'on poursuit. Donc pour résumer cette introduction, les objectifs du cours.
Pour moi, il y en a 3. Le premier, c'est d'abord, il faut savoir manipuler des grands jeux de données. Donc ça, on le fera surtout par la partie TP, qu'on va faire ensemble. Deuxième objectif, c'est connaître les propriétés principales et fondamentales des réseaux qu'on rencontre en pratique. Il y en a quelques-unes, on va les voir ensemble. Et puis, finalement, connaître des méthodes génériques pour analyser ces réseaux issus de contextes réels. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 trucs que j'aimerais que vous sachiez faire à la sortie du cours. Et en termes de contenu, voilà ce qu'on va regarder. Donc on va commencer par ça. On va commencer par ces 2 points-là. Les propriétés des réseaux complexes et les méthodes, les modèles classiques qu'on a pour les restituer. Puis on parlera de mesures de centralité. Ça sert. Donc ça, c'est ce qui est utilisé, c'est ce qui a fait le succès de Google, ça. L'entreprise Google a été fondée sur 2 mecs qui ont fait une méthode pour dire si un nœud était important dans un réseau. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle le PageRank. C'était pour classer les résultats des requêtes Google. Parmi toutes les pages qui parlaient de BMW, on voulait savoir lesquelles étaient les plus importantes. Donc, question de mesure de centralité, on verra plusieurs méthodes pour faire ça, dont la méthode utilisée par Google. On parlera de structure en communauté des réseaux. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de retrouver des organisations générales du réseau en groupe qui sont très denses, qui interagissent beaucoup entre eux et qui ont des interconnexions plus faibles avec le reste. Et on parlera de prévision de liens, comment, étant donné la structure d'un réseau, comment est-ce que je peux prédire des liens pertinents qui pourraient exister, mais qui n'existent pas encore dans le réseau. Et ça, c'est typiquement ce qui est utilisé dans les systèmes de recommandation. Quand YouTube il vous propose la prochaine vidéo à regarder, quand Amazon il vous propose le prochain livre à acheter, c'est beaucoup de trucs basés sur des prévisions de liens dans des graphes, et en général dans des graphes bipartis, qui est un cas un peu particulier, parce que là c'est toujours bipartis entre les viewers et les vidéos, entre les acheteurs et les produits. Et on parlera, si on a le temps, un peu de réseau dynamique, donc de la dimension temporelle, et puis des phénomènes de diffusion, d'accord, de propagation de propriétés dans ces réseaux. Ok. D'un point de vue pratique, l'organisation du cours, ça va être la suivante. On fera 12 heures de CM. On en fait 3 heures aujourd'hui déjà. On fera 2 séances d'1h30 de TD, je pense. Et on fera 3 séances de 3 heures de TP. Okay. Donc ça sera 3 fois 3 heures. Évaluation. Pour l'instant, je pense que ça sera comme ça. Un examen final qui comptera pour la moitié, qui aura lieu début janvier. Et un projet de TP qui comptera aussi pour la moitié et qui sera à rendre un peu dans les mêmes zones. Ça, on verra ensemble ce qui est le mieux. Ça peut être... Là, ça va être en ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas d'aide de ma part, du coup, ça veut dire. Sauf si vous le faites en C. Là, je vous aiderai. Donc là, le but, ça sera de prendre des données réelles et de les analyser sous tous les angles de couture possibles. Ça veut dire développer toutes les méthodes qu'on a fait ensemble en cours. Donc ça ne veut pas dire les coder vous-même, hein. Ça veut dire utiliser les outils qui sont faits dans différents langages, des bibliothèques, etc. Moi, ce qui m'intéressera, c'est les résultats d'analyse, c'est-à-dire, on va voir comment on fait des résultats d'analyse, des graphiques, etc., pour arriver à comprendre comment est fait le réseau que vous avez choisi sous différents points de vue qu'on va voir ensemble dans le cours. Et puis, ce que j'attends de vous, c'est que vous choisissez 1 ou 2 directions plus spécifiques dans lesquelles vous allez pousser vos analyses plus loin que les simples outils génériques qu'on a fait ensemble. Et ça, je vous aiderai aussi éventuellement à choisir dans quelle direction vous voulez aller et ce qu'on peut faire pour suivre votre idée si vous avez des questions que vous voulez regarder plus précisément sur les données. L'emploi du temps, je n'ai pas encore fait le site du cours, mais quand il sera fait, il sera là, sur ma page, à côté de l'autre cours, si vous avez suivi le premier. Les CM, les TD, les TP, ça se passe tout ici, dans une des 2 salles réservées, mais en fait, je crois qu'on sera toujours dans cette salle. Et pour les TP, il faut que vous ameniez votre propre machine. Okay. Donc ça, je vous préviendrai un peu à l'avance, on fera TP dans 2 ou 3 séances, je pense. On commencera. Ok. Comment est-ce qu'on réussit cette UE ? Il faut apprendre les CM par cœur. L'essentiel de l'information que je vais vous faire passer, c'est dans les CM. Et ensuite, il faut la mettre en pratique dans les TP.
Et donc, ce que je vous conseille, pour bien réussir l'UE, ce qu'il faut, à mon avis, c'est commencer le projet de TP le plus tôt possible. C'est-à-dire, dès qu'on fait le premier TP, c'est le lancement du projet de TP, et vous commencez à y travailler régulièrement. Comme ça, vous pouvez me poser des questions dessus, sur ce que vous n'arrivez pas à faire ou ce que vous ne savez pas comment faire. Que faire si vous êtes perdu dans l'UE? Normalement, vous ne devez pas être perdu dans cette UE parce qu'elle n'est pas très technique, d'un point de vue mathématique en tout cas. Mais si vous êtes perdu, il faut poser des questions en CM. Ça, c'est la clé pour moi. C'est pour ça que je l'ai mis 2 fois. Je pense vraiment que ça passe, votre compréhension du cours passe par poser des questions pendant qu'on est en CM. Il faut que vous ressortiez des CM en ayant compris tout ce qui s'est dit, ou quasiment. Il faut les retravailler offline, a posteriori, d'accord, les reprendre. Je ferai des vidéos, là, comme je suis en train de faire. Si je n'ai pas oublié d'appuyer sur le bouton, on me dirait que non, c'est bon. Et voilà, il faut les retravailler. Et il faut passer du temps sur le projet. C'est pour ça que je vous conseille de commencer le plus tôt possible. Le projet, c'est quand même quelque chose d'envergure sur lequel ça va vous demander du temps d'analyser le jeu de données que vous aurez choisi. Et en plus, comme ça vous permettra de me poser des questions au fur et à mesure quand on se verra. Parce que c'est très rapide, hein. On commence là, on est mi-novembre. Dans un mois, c'est fini, en fait, le cours. Quasiment. Okay. Donc, il va être très dense. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer très, très tôt. OK. C'était pour l'introduction. Non, attendez, save. Cancel même. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je commence un quart d'heure. On fera la pause dans un quart d'heure. Parce que je vous sens que vous êtes encore frais comme des gardons. Je vais en profiter. C'est bon. Non, pas grave. Système complexe. CM2. Bon. Ok. Donc on commence notre voyage dans ce cours de réseau complexe. On le commence par parler de façon croisée des propriétés de base, du coup des propriétés fondamentales de ces réseaux et des modèles qu'on a qui recréent ces propriétés. Donc vous allez voir pourquoi on va en parler de manière croisée, parce qu'il y a vraiment un jeu, c'est un peu le jeu de la police et des voleurs, de qu'est-ce qu'on arrive à restituer des propriétés qu'on observe. Okay. Donc il y a vraiment un jeu de poursuite entre modèles et propriétés. Donc aujourd'hui, on va parler des 2 premières propriétés, densité globale du réseau et distance. Et d'un premier modèle, qui est le modèle le plus important d'un point de vue historique, c'est le modèle d'Erdos-Renyi. Donc la première question, c'est, là je suis parti pour vous faire une théorie des réseaux complexes. Est-ce qu'on peut réellement faire une théorie unifiée des réseaux complexes de manière générale? Non. Exact. Mais on va quand même le faire. C'est fort, hein? Non, donc il faut être conscient des limites de ça. C'est qu'évidemment que les réseaux complexes, il y a une certaine diversité dans ces réseaux. Ils n'ont pas tous la même structure parce qu'ils ne viennent pas tous du même contexte. D'accord? Donc je vous ai pris tout à l'heure, exemple, réseau social, réseau routier, ça doit être à peu près clair pour vous, si ça ne l'est pas, ça va le devenir, que les structures de ces 2 réseaux-là n'ont rien à voir. D'accord? Donc ce qui est vrai pour un réseau, pour un type de réseau, ne l'est pas forcément pour tous les types de réseaux. Néanmoins, c'est pour ça que ça fait du sens ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'il y a quand même des grandes propriétés que pas tous, mais l'immense majorité de ces réseaux partagent. Et ces propriétés, il faut que vous les connaissiez. D'accord ? Il ne faut pas que vous repartiez de zéro à redécouvrir la roue.
avant de parler de ces propriétés, d'abord, même s'ils sont différents, il y a un truc qui n'est pas différent, c'est les questions qu'on se pose dessus. Par exemple, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de la question de la structure en communauté. Arriver à partitionner un réseau en des sous-réseaux plus denses, ça c'est une question qui se retrouve dans à peu près tous les domaines dans lesquels on étudie ces objets. Okay. Donc il y a des questions transversales sur ces objets, même s'ils n'ont pas exactement la même structure. Donc nous, on va regarder comment est-ce qu'on peut répondre, donner des éléments de réponse à ces grandes problématiques classiques. Et puis, comme je viens de le dire, malgré tout, ces réseaux, ils partagent un certain nombre de propriétés importantes qu'il faut que vous connaissiez. Une de ces propriétés, même si elle n'est pas dans les 4 propriétés dont je vais parler pour commencer, une de ces propriétés, c'est justement qu'ils sont partitionnables en communauté. La plupart ont une structure communautaire assez marquée. D'accord ? Mais on va voir, nous, d'autres propriétés. Donc il faut que vous connaissiez ces propriétés et il faut que vous sachiez reconnaître les cas, qui sont assez rares quand même, où on dévie assez notablement de ces propriétés. Parce que ça, c'est remarquable. Et ça va amener des résultats de compréhension de ces données très, très forts, parce que s'ils ne sont pas comme la plupart, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de très particulier sous ces aspects-là. Donc nous, on va commencer par parler de 4 propriétés fondamentales des réseaux complexes. La première, c'est la densité du réseau, c'est-à-dire le nombre d'arêtes qu'ils ont. Et là, on va essayer de répondre à la définition qui disait qu'il y a une très grande quantité d'interactions entre ces objets. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas. La deuxième propriété qu'on va regarder, c'est la question de distance. La distance, c'est quoi ? C'est la longueur des chemins dans le réseau. Les chemins, c'est une suite de liens. D'accord ? Donc, par exemple, si je veux demander quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas, je vais le demander à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. D'accord ? Donc, c'est ça un chemin. C'est une suite de liens qui va d'un nœud vers un autre nœud. Et la distance, c'est le nombre de liens par lesquels vous devez passer pour toucher quelqu'un. On parlera de distribution des degrés. Distribution des degrés, c'est quoi ? C'est, regardez, le degré, c'est pour un nœud, à combien d'autres nœuds il est lié. C'est ça le degré. Et nous, on regardera dans un réseau quels sont les degrés de tous les nœuds, et on verra qu'il y a des choses très particulières avec ça. Et enfin, on parlera de densité locale. La densité locale, c'est quoi ? C'est la propension qu'ont les liens à se regrouper localement dans le réseau. On va essayer de faire des mesures pour apprécier ça. Est-ce que les liens sont plutôt locaux ou pas ? Et locaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans le voisinage des sommets. Une autre façon de voir ça, c'est de voir ça sous forme de transitivité. On se posera la question, est-ce que dans ces réseaux, on peut dire que l'adage « les amis de mes amis sont mes amis » est bien vérifié ou pas ? C'est-à-dire, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui est en lien avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a de grandes chances ou pas que vous connaissiez ce quelqu'un d'autre ? Okay. Donc c'est ça les mesures qu'on fait pour apprécier la densité locale. C'est ce qu'on appelle les coefficients de clustering. Donc il y a 4 propriétés. Densité globale, distance, distribution des degrés, densité locale. Et on va regarder comment se comportent les réseaux réels par rapport à ces 4 propriétés, comment apprécier ces propriétés, etc. Pour commencer, un petit peu de vocabulaire, mais que j'ai déjà utilisé depuis un moment. Il y a 2 façons de parler de ces objets. Il y a le vocabulaire des réseaux complexes. On dit que c'est un réseau, il a des nœuds, c'est les entités, et elles ont des liens entre eux. Ou alors, il y a le vocabulaire de la théorie des graphes, et je vais allègrement utiliser les deux. Un réseau en théorie des graphes s'appelle un graphe, un nœud, ça ne s'appelle pas un nœud, mais un sommet, et un lien, ça ne s'appelle pas un lien, mais une arête. Okay ? C'est exactement la même chose. Quand vous rencontrez des gens qui vous parlent de réseaux qui contiennent des nœuds et des liens, ou alors vous rencontrez des gens qui vous parlent de graphes qui comprennent de sommets et d'arêtes, ils ne le savent pas, mais ils parlent de la même chose. Okay ? Et puis vous avez des gens comme moi qui parlent de réseaux qui contiennent des sommets et des liens entre eux. Ça, c'est ceux qui mélangent tout. Okay ? Et au bout d'un moment, vous serez comme moi. Vous mélangerez tout parce que vous saurez que c'est exactement la même chose. Donc dans toute la suite, je vais utiliser des notations très simples. Les graphes, je les appelle en général G. Et quand je parle de V et de E, V, donc un graphe, c'est la donnée de 2 choses, les nœuds et les liens, les sommets et les arêtes. Donc V, c'est l'ensemble des sommets.
Et une notation que j'utilise tout le temps quand je parle de n, si vous ne savez pas d'où ça sort n, c'est normal, j'en ai parlé simplement au premier cours, n, ce sera toujours le nombre de sommets dans le graphe. Okay, et E, c'est l'ensemble des arêtes ou des liens, et son nombre, je l'appelle m. Donc n et m, c'est un truc que j'utilise toujours pour un réseau ou un graphe G. N, c'est le nombre de sommets, m, c'est le nombre d'arêtes. Okay. Si jamais, à un moment donné, je suis tenté d'utiliser n et m pour autre chose, vous devez crier parce que c'est pas normal, je les utilise que pour ça, et du coup, je les utilise sans prévenir. Quand je parle de n, je parle toujours du nombre de sommets, quand je parle de m, je parle toujours du nombre d'arêtes. Question, pour commencer, pour vous chauffer un peu, je vous laisse 2 minutes pour que chacun d'entre vous détermine dans le plus grand secret quel est le nombre maximum d'arêtes dans un graphe. Donc ça, pour ceux qui ont suivi le cours d'avant, ça doit être assez facile. Pour ceux qui arrivent maintenant, c'est une question importante pour arriver à comprendre les notions dont on va parler dans la suite. Donc dans un graphe, sous-entendu, un graphe à n sommets. Moi, je veux savoir, au maximum, m, il vaut combien? La plus grande valeur possible pour m en fonction de n. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à ça. Non, pas de question. Pas de question. Tu as une question sur ça? Non. En fait, j'ai une question sur les paramètres de la question. Oui. Deux fois la grille, c'est pas. C'est-à-dire, est-ce qu'une arête qui part d'un nœud et qui revient sur un nœud, on la considère bonne question. Donc là, je parle de graphes qu'on appelle simples. Ah, d'accord. C'est-à-dire que entre 2 nœuds, il peut y avoir qu'une seule arête. Ok, d'accord. Et j'interdis les boucles. Il faut Pas de les boucles. questions sur Okay, donc des graphes juste où vous avez au maximum une arête. Bon, on va dire des graphes non dirigés. Hein. Il n'y a pas de sens aux arêtes, il n'y a pas de direction. Des graphes de ce type-là. Vous avez une seule arête entre 2 nœuds donnés. Combien est-ce qu'il peut y avoir une arête au maximum? Je veux une belle formule en n. C'est à dessous. Il y a combien de maximum? Pas n. C'est n fois n moins 2. Pour moi, c'est n-1 fois n-2 divisé par 2. divisé par 2. Le total divise par 2. En fait, je prends un premier élément. Je peux collecter à combien d'éléments? n moins 1. n-1. Je prends un deuxième élément. Je peux collecter à combien d'éléments? n-1, 2, parce que n-1, sauf moins 1. En fait, à la suite, n-1, n-1. Ah oui, c'est oui, ça, c'est factoriel. Donc c'est la suite de n-1 jusqu'à 1. Donc en fait, c'est n-1 fois n-2 divisé par 2. n-3 fois n-4 fois n-5. Non, mais justement, comment je fais ça? Si n c'est le maximum, je fais n fois n-1 divisé par 2. Ça, c'est la suite. oui, oui. Le premier élément, c'est n-1, c'est pas n, c'est n-1 fois n-2 divisé par 2. Donc la question c'est combien de alors combien vous avez des belles formules ça c'est vrai pour chaque sommet. Chaque sommet peut en avoir une moins 1. Donc en tout, ça va avoir combien? Je ne vais pas parler. Oui, on a 3 n-1 fois n-2 sur 2. Presque. Presque, ouais. Ouais, dans le sens, c'est pas du tout ça, mais c'est d'accord. À la fois pas ça, mais c'est presque ça.
Il faut raisonner pour chaque C'est pas sommet. juste Chaque n sommet, moins un, ça peut être lié à combien de n sommets en plus? Tout le monde, le pire c'est tout le monde, d'accord? N-1. Donc, pour chaque sommet, il peut être lié à N-1. Donc, tu en as N fois N-1, mais quand tu comptes comme ça, tu comptes en réalité deux fois. Parce que tu as compté que A était relié à B, qui est relié à tout le monde, et après pour B, tu as compté qu'il était relié à tout le monde, donc en A, donc tu as compté deux fois le lien à B. Donc on va diviser par 1. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à la formule de notre camarade, voilà, mais plutôt N et moins 1 sur Parce B. que une fois, oui. Ok, donc on a vendu la mèche, donc on va le faire pour tout le monde. Donc combien d'arêtes on peut avoir au maximum dans un graphe? Ben, le nombre maximum d'arêtes, c'est quand tout le monde est relié à tout le monde. J'ai fait tout le monde à tout le monde là, on irait. Donc dans ce graphe-là, il y a 5 sommets, donc ça veut dire chaque sommet va être relié aux 4 autres. Ok. Ok. Mais donc on peut compter comme ça. Il y a n sommets. Chacun des sommets, s'il est relié à tous les autres, il est relié à n-1 sommets. Et il y en a n de sommets. Donc ça fait, j'ai n fois n-1 liens possibles, quand tout le monde est relié à tout le monde. Mais quand je compte comme ça, c'est là qu'il faut voir la petite subtilité, c'est que quand je compte comme ça, j'ai compté tous les liens de A. Et puis j'ai compté aussi tous les liens de B. Donc en fait, le lien entre A et B, je l'ai compté comme lien de A, mais je l'ai aussi compté comme lien de B. Donc je l'ai compté deux fois. Et c'est le cas pour tous les liens. D'accord ? J'ai compté n'importe quel lien, j'ai compté une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là. Donc il faut diviser par 2 si on veut le nombre exact d'arêtes. On peut vérifier sur ce machin-là. Là, par exemple, il y en a 5. Le nombre de liens, ce n'est pas 5 fois 4, ce n'est pas 20. Vous voyez que des liens, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il faut bien diviser par 2. Okay. Donc c'est n-1 sur 2. D'accord ? Donc on a toujours que le nombre d'arêtes, c'est plus petit que n-1 sur 2. Pourquoi ça c'est important pour nous? Parce que la densité, justement, elle est définie par rapport à cette quantité-là qu'on retrouve ici. D'accord ? La densité d'un graphe, on va la noter ρ entre nous. C'est assez classique, mais ce n'est pas non plus complètement standardisé. C'est cette quantité. C'est m, le nombre d'arêtes, divisé par n-1 sur 2. Alors, ça représente quoi, du coup? Quel est le sens de la densité? Okay, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, cette notion? Ça parle de quoi? C'est à quel point, par rapport au maximum de connexions, il y a des connexions. Oui. Okay. Donc, dit encore autrement, plus simplement encore, ou je sais pas. Est-ce que vous, vraiment, ça vous parle physiquement? Ça veut dire quoi? C'est le pourcentage de connexion par rapport aux connexions maximales? Voilà, ouais. C'est la proportion d'arêtes dans le graphe. C'est un nombre entre combien et combien? Ρ? Non, je ne veux pas savoir ta réponse. C'est entre combien et combien? Au maximum, ça vaut combien? Au maximum, ça vaut 1, puisqu'on vient de voir que m pouvait au maximum valoir ce truc-là. Donc au maximum, ça vaut 1. Et au minimum, ça vaut combien? Ben, au minimum, c'est quand il y a, à l'inverse, aucune arête dans le graphe. Quand m vaut 0. Donc quand m vaut 0, ben, ce machin-là, ça vaut pile poil 0. Donc la densité, c'est quelque chose qui est compris entre 0 et 1. C'est vraiment une proportion. C'est la proportion de quoi? Du nombre d'arêtes qui existent par rapport au nombre d'arêtes qui pourraient exister. Okay? Donc c'est vraiment juste, c'est un pourcentage. C'est le pourcentage d'arêtes dans le graphe. Okay? C'est ça la densité. Proportion d'arêtes par rapport au nombre d'arêtes possibles, j'aurais pu dire c'est le pourcentage d'arêtes dans le graphe, si j'essaye de le dire le plus simplement du monde. C'est le pourcentage d'arêtes dans le graphe. Ok, des exemples. Quelle est la densité de G1 ?
75%. De G1, de G2 et de G3. Je vais les noter ρ 1, ρ 2, ρ 3. Alors je vous laisse 2 minutes pour les calculer. Que tout le monde les calcule. Moi aussi je vais les calculer. Tu fais G1 il y a 6 connexions. Donc il y a maximum 5 connexions. Là il y a 3 connexions sur 5. Donc il y a 5. G1 Ah oui, d'accord, non, mais tu fais autrement. Donc G1, il y a combien de connexions possibles? En effet, il y a 6 sommets. Donc moi, j'applique les formules 6 fois 5 divisé par 2. Ça fait 3 fois 5, ça fait 15. Il y a combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 15. On va simplifier un peu. Ça se divise par 3 les deux. Ça fait 3 sur 5, c'est-à-dire 0,6, 60%. C'est ce que tu avais dit? J'avais oublié une division. Non, c'est pas ça. Tu n'avais pas dit ça? Non, j'avais dit 75%. 75%? Non, c'était faux. 60% a priori, sauf si je me suis trompé. Ah non, non. Rho 2. Donc là, il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Donc le dénominateur, il va valoir 9 fois 8 divisé par 2. Ça fait 9 fois 4, ça. 36. Et il y a combien d'arêtes? Ceux qui ont fait le cours avant de graphe, ils le savent de suite combien il y a d'arêtes. Parce que ça, c'est un arbre. Et dans un arbre à n sommets, il y a combien d'arêtes? n-1. Donc là, il y en a 8. Donc ça fait 8 sur 36. Ça se divise par 4, ça, les deux, c'est ça? Ah, par 4. Ça fait 2 sur 9. Et ça fait 0,22. Ouais, c'est comme ça. 0,22. Ok. La densité du troisième graphe. Il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a combien d'arêtes? 8, parce que c'est aussi un arbre, et du coup la densité, c'est la même. Okay. 0,22. Donc là, en particulier, donc la densité, ça donne une façon de comparer dans quel graphe il y a le plus d'arêtes, indépendamment du nombre de sommets. Là, je peux comparer un graphe à 6 sommets avec un graphe à 9 sommets, parce que c'est normalisé, le fait que j'ai une mesure entre 0 et 1. Donc je peux comparer des graphes qui n'ont pas le même nombre de sommets. C'est un petit peu l'intérêt du truc. Et puis vous voyez que ça ne parle pas du tout, par contre, de comment sont agencées les arêtes. Ces deux-là, ils ont la même densité, alors que les arêtes, elles ne sont pas faites du tout pareilles dans le graphe. Puis on pourrait en faire d'autres, d'ailleurs, des graphes avec 9 sommets qui ont encore même nombre d'arêtes, mais une tête vraiment différente. Par exemple, un autre qui me vient, qui serait plus parlant, je trouve, si j'en fais un qui a aussi 9 sommets, et que je mets ces 8 arêtes comme ça. Non, c'est pas bien ça. J'enlève ça. Voilà, je les mets comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc celui-là aussi, il a 9 sommets et 8 arêtes. Bon, il a des sommets qui sont tout seuls, qui n'ont pas du tout d'arêtes. Ça peut arriver. Hein, okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la densité, c'est vraiment quelque chose de global. Ça ne vous dit pas que dans ce graphe, les arêtes, elles sont vraiment toutes concentrées dans le même coin du graphe, alors que là, elles sont bien dispatchées dans tout le graphe. Okay. Ça vous dit juste combien il y en a en tout. Donc, à nombre d'arêtes fixées, nombre de sommets et nombre d'arêtes fixées, c'est la même densité. Ça ne vous dit pas du tout si elles sont regroupées ensemble dans un coin ou si elles sont éparpillées partout. Okay. C'est ça la densité. On fait la pause? Un quart d'heure de pause.
entre